Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire Julie Sterwen qui est consacré ce matin à l'orientation client et en particulier à l'accompagnement des collaborateurs vers une transformation de leur posture orientation client. Vous allez le voir ce matin, nous avons trois témoins particulièrement intéressants et les échanges et les débats risquent fort d'être riches. En attendant que tout le monde se connecte, je vais vous dire quelques mots sur Julie Sterwen et le cabinet pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Julie Sterwen, c'est un cabinet de conseil en stratégie, en transformation et innovation. Notre marque de fabrique, c'est de déployer un conseil qui est très orienté sur l'accompagnement des métiers et des hommes et des femmes qui travaillent dans l'organisation. Nous les accompagnons depuis la définition de leur stratégie jusqu'à sa mise en œuvre. Nous sommes également organisme de formation et nous avons vraiment à cœur d'accompagner nos clients vers des transformations durables, de le faire avec leurs équipes et pour le bien de leurs équipes. Et vous allez le voir, le sujet de l'orientation client est un sujet du coup, qui s'inscrit pleinement dans notre ADN. En quelques chiffres, nous sommes aujourd'hui plus de 600 collaborateurs. Nous avons réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros et nous enregistrons une croissance de plus de 100% en 5 ans, ce qui nous donne une dynamique qui est particulièrement intéressante et motivante sur le marché. Vous le voyez ici, je vais pas m'y attarder plus que ça, mais on est vraiment très fiers d'avoir plusieurs reconnaissances du marché et pour notre positionnement et nos réalisations sur nos missions de conseil, mais aussi sur notre modèle d'organisation qui est très tourné sur les collaborateurs et qui est donc complètement aligné aussi avec notre statut d'entreprise à mission. Quelques informations pratiques. Donc vos micros, pour le confort de tous, sont coupés. Vous ne pourrez pas prendre la parole. En revanche, on vous invite à poser toutes vos questions au fil du webinaire par le chat de l'application sur l'onglet public. Vous pouvez poser vos questions, et nous y répondrons en fin de webinaire. Nous les poserons à nos témoins. Si vous rencontrez des difficultés techniques, nous avons Flora qui est avec nous en coulisses. N'hésitez pas aussi à l'écrire sur le chat et nous vous aiderons à trouver une solution. Vous allez le voir et vous allez l'entendre à travers nos échanges ce matin. Nous allons faire beaucoup référence à une de nos publications chez Julie Sterwen qui s'appelle le baromètre orientation client. Nous sortons aujourd'hui la nouvelle édition, l'édition 2024, et c'est un baromètre atypique qu'on publie depuis 2019. Vous pourrez le retrouver dès ce matin sur notre site internet. Ce baromètre, il est atypique parce que par rapport à ce qu'on peut trouver, ce que font d'autres de nos collègues sur le marché, ce baromètre, il s'intéresse particulièrement à la voix des collaborateurs. Et on va aller les interroger sur leur ressenti, le regard qu'ils portent sur l'orientation client de leur organisation, sur les preuves concrètes que leur organisation leur apporte, sur les freins qu'ils peuvent rencontrer dans l'exercice de leur métier ou au contraire, les leviers qui vont les motiver, les nourrir au quotidien. C'est un baromètre qu'on publie aujourd'hui en partenariat avec l'IFOP et qu'on réalise auprès d'entreprises et d'organisations publiques de plus de 1000 collaborateurs. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à le télécharger pour retrouver les résultats complets qu'on va vous partager au fil de la présentation. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos grands témoins qui vont vous partager leur expérience et leur réalisation au sein de leur organisation. Nous avons déjà le plaisir d'accueillir Stéphanie Chabrier, qui est responsable des parcours omnicanaux et de la culture client chez Aesio Mutuel. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous, ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Tu peux nous dire 2 mots sur Aesio, nous rappeler, Oui, alors Aesio Mutuel, donc c'est une mutuelle qui vend essentiellement de la complémentaire santé.
On est plus de 3000 collaborateurs avec 260 agences sur tout le territoire. Et on protège aujourd'hui 2,5 millions de personnes en France, voilà, avec 41 000 entreprises adhérentes sur des contrats collectifs chez Aesio Mutuel. Merci Stéphanie. Nous accueillons aussi Salim Akouche. Bonjour Salim. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Merci Laetitia, en tout cas. Donc, tu es Salim, directeur général des parcs Center Park en France. Oui, oui, en 2 mots, je suis directeur général de Center Parks, qui est une marque présente dans 4 pays, bientôt 5. En France, nous avons 7 parcs, à peu près 25 000 lits, et on accueille chaque année plus d'1 million de clients, de visiteurs uniques qui viennent profiter de leur week-end ou de leurs vacances sur nos sites. Et très heureux aujourd'hui de pouvoir partager notre expérience autour de ce très beau panel. Nous aussi. Et bonjour Isabelle. Isabelle, nous sommes collègues. Tu es directrice au sein de Julie Esterwen et tu es notre experte en conseil et en formation à l'orientation client. Merci Laetitia pour cette présentation. Bonjour à tous et j'en profite pour remercier Stéphanie et Salim d'être avec nous. Donc effectivement, j'aurai l'occasion de prendre la parole et avec quelques éclairages issus de notre baromètre. Voilà, je passe la parole Laetitia. Merci. Et donc nous allons effectivement démarrer et rentrer dans le vif du sujet. Le premier chiffre qu'on souhaitait vous partager, issu donc de notre baromètre orientation client 2024, c'est celui-ci. 69% des collaborateurs entendent parler d'orientation client. C'est 4 points de plus que l'année précédente. C'est vraiment un signe positif et une tendance qui se développe. Mais cette année encore, on relève un écart important entre le score des managers et le score des collaborateurs. 79% des managers entendent parler d'orientation client, alors que les collaborateurs ne sont que 62% en entendent parler régulièrement. Ça représente quand même plus de 10 points d'écart. Alors, j'ai cette première question pour toi, Stéphanie. Est-ce que c'est déjà un constat que vous partagez chez Aesio? Est-ce que finalement vos managers sont un peu plus sensibles et sensibilisés à l'orientation client que vos collaborateurs, vos équipes? Alors justement, c'est amusant parce que chez Aesio, on constate en fait un petit peu l'inverse. On a un baromètre de mesure interne de l'orientation client. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que nos collaborateurs, donc vraiment les collaborateurs sur le terrain notamment, ceux qui sont en contact avec les clients, donc les collaborateurs de la relation client, nos commerciaux en agence, nos gestionnaires, ils sont plutôt plus sensibles aux clients que le top management chez Aesio. Donc on a des chiffres un petit peu différents, alors peut-être pas totalement inversés, mais en tout cas différents. Et ça s'explique probablement par l'ADN historique de notre mutuelle, puisqu'on fait partie de l'économie sociale et solidaire. Donc on a quand même un statut à part par rapport à d'autres entreprises. Et on s'adresse aussi à une clientèle plutôt fragile. On a dans notre portefeuille énormément de seniors, donc des clients qui demandent une attention plus particulière, qu'on fasse... voilà, qu'on les écoute, qu'on soit peut-être plus pédagogique lorsqu'on est en conversation avec eux, etc. Donc aujourd'hui, nos collaborateurs, lorsqu'on mesure ce score d'orientation client, sont plutôt plus orientés clients que le reste de l'entreprise. On a aussi constaté que dans cet écart entre les collaborateurs et les managers s'expliquait aussi probablement par un manque d'autonomie de la part de nos managers qui sont souvent bloqués par des process et qui se disent qu'ils n'ont pas forcément les moyens ou alors pas forcément non plus le mandat pour pouvoir traiter par exemple une réclamation client de façon très proactive sans avoir à demander si on peut modifier le process, avoir une dérogation, etc. Et on a du coup vraiment un manque de réflexe au niveau du top management sur cette orientation client, là où nos collaborateurs, au contraire, sont toujours enclins à essayer de trouver une solution et à favoriser un dialogue avec nos clients.
Et toi, Salim, tu nous as raconté que tu as pris ton poste et tes nouvelles fonctions en pleine crise du Covid, dans un contexte quand même compliqué où tous tes parcs étaient à l'arrêt. Et tu en as profité justement pour repenser tout le modèle en profondeur. Tu as remis le client et son expérience au cœur de vos préoccupations, mais surtout l'expérience des collaborateurs dans ton plan de transformation. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse et comment et avec qui tu as construit ton plan de transformation? Absolument, Laetitia. Je suis arrivé en plein Covid en 2020 et il a fallu fermer l'ensemble des parcs. Il y avait plus d'une vingtaine plus de 20 000 clients qui étaient en train d'être logés dans tous nos parcs, plus de 3 000 collaborateurs en pleine action. Et j'ai profité de ce moment-là, en fait, pour faire un reset, pour faire totalement un reset sur l'état d'esprit qu'on pouvait avoir au niveau des équipes. Au même moment, avec la direction générale du groupe, on a créé un nouveau plan stratégique qui s'appelait Réinvention. On n'était pas loin de la faillite, comme beaucoup d'acteurs du tourisme, donc on était obligé de nous réinventer. Le contexte a été un révélateur et un accélérateur de cette transformation-là. Et quoi de mieux pour, en tout cas, se réinventer que nous-mêmes repenser à la relation qu'on avait avec nos clients, mais aussi nos collaborateurs. Donc, la première chose qu'on a fait, la conviction, en tout cas, la première conviction qu'on avait, c'est qu'il nous fallait des collaborateurs totalement engagés, qui comprenaient véritablement les enjeux et qui adhéraient à la mission de l'entreprise. Donc, on a repensé la mission et l'ambition qu'on avait pour l'entreprise, qui était de reconnecter nos clients reconnecter les gens de manière générale à leurs proches et à la nature dans un cadre naturel et préservé. Mais ça reste que des mots, donc il fallait aussi qu'on fasse preuve, j'ai envie de dire, de manière un petit peu plus pragmatique, d'une symétrie des attentions. Oui, il faut un parcours client, il faut une orientation client, mais il faut aussi qu'on ait ce même parallélisme avec notre staff. Et on a remis en perspective le parcours collaborateur, donc que ce soit à travers les outils qu'ils allaient utiliser au quotidien, que ce soit à travers leurs conditions de travail. De manière très concrète, on s'est mis à les interroger de manière individuelle. Mais moi aussi, j'ai fait un roadshow autour dans l'ensemble de mes parcs. J'ai interviewé directement près de 100 personnes, de l'employé jusqu'au manager, pour essayer de comprendre leurs attentes et leur poser la question de ce qui les motivait, de ce qui les fait. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Et on a aussi beaucoup écouté les clients sur les remontées au cours des dernières années, des pain points, en tout cas des points de friction qu'ils avaient dans leur expérience chez nous. Et on s'est dit, écoutez, il faut déjà qu'on retravaille l'essentiel de cette symétrie des attentions, donc du parcours collaborateur, qu'on se concentre sur les fondamentaux avant de vouloir rajouter des choses, des expériences ou faire des choses qui peuvent paraître superflues. Il faut déjà s'assurer que la promesse de départ, elle est remplie, que ce soit pour notre collaborateur comme pour nos clients. Et enfin, il fallait changer la manière dont on allait travailler, donc être plus dans la co-construction, être totalement transparent sur nos enjeux, sur nos difficultés, sur les moyens qu'on avait et s'appuyer beaucoup aussi sur nos partenaires parce qu'on est dans un business aussi où on a une partie de nos expériences, de notre prestation qui est sous-traitée. Par exemple, la restauration, je pense à la restauration où on a plus de 1200 collaborateurs de notre partenaire Areas. Et pour le client, quand il arrive sur site, il ne voit pas la différence entre un collaborateur Areas ou un collaborateur Center Parcs. C'est avant tout Center Parcs chez qui il vient. Donc là aussi, il a fallu les onboarder donc sur des programmes de formation. On a fait des meetings et des ateliers ensemble pour essayer d'identifier tous ces points de friction et les améliorer. Beaucoup d'actions et des actions tournées vers les collaborateurs pour, comme tu le disais, améliorer les moyens qui sont mis à leur disposition pour mener à bien leur mission au sein des parcs. C'est très intéressant et très riche. Isabelle, de ton expérience, quels sont, selon toi, les leviers qui favorisent en général l'orientation client des collaborateurs? Qu'est-ce qui démotive ou, à contrario, qu'est-ce qui peut avoir tendance à leur mettre un peu des grains de sable dans les rouages du quotidien? Alors effectivement, Stéphanie a évoqué un sujet intéressant, c'est qu'effectivement dans les freins, nous ce qu'on peut voir et ça a été confirmé à travers ce baromètre, en fait et là on a plus
à des freins qui sont impactants pour les collaborateurs. Et on voit que ces freins-là, ils sont de l'ordre des procédures. On sent que c'est des choses qui sont aujourd'hui questionnées. Cette latitude que tu citais, Stéphanie, en fait, on l'entend au niveau des collaborateurs, ils se sentent vraiment contraints. Pour un grand nombre d'entre eux, on est autour de 42% dans le frein autour des procédures. L'organisation arrive très vite derrière, autour de 41%. Donc c'est intéressant hein, quand j'entends Salim qui dit qu'il réinterroge l'organisation. On voit bien que c'est un écosystème qui favorise aussi ou pas la mise en œuvre et l'orientation client. On voit bien que les collaborateurs, de manière générale, et les managers également, sont vraiment enclins à vouloir le faire. Et parfois, effectivement, ces freins arrivent et ça les bloque dans leur intention initiale. On voit aussi dans les scores, on va dire les freins ou ce qui n'est pas facilitant. Malheureusement, la hiérarchie arrive, j'ose, à 25%, et les outils informatiques qui sont à la disposition des équipes autour de 20%. Donc voilà, c'est vraiment les freins qui sont identifiés pour être effectivement un peu moins enclin à être client-centrique, mais la volonté est là. C'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est une piste de réflexion et de travail pour nos différentes organisations qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'il y a une vraie intention, une vraie envie et l'écosystème qui parfois doit être peut-être repensé. On entendait aussi dans des univers peut-être un peu plus commerciaux l'impossibilité d'avoir des gestes commerciaux pour déverrouiller une situation client difficile, un cadeau, une remise, un délai, donc tout ce qu'on peut entendre selon les différentes organisations. Là, c'est très 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 faible. On est à moins de 7% sur tous ces gestes-là. Donc on sent que là il y a un frein. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, à travers ce baromètre et par nos expériences, on voit qu'il y a des vrais vecteurs qui favorisent. Alors, voilà, c'est pas un scoop, vous l'avez abordé à travers vos témoignages déjà. C'est qu'effectivement, il y a un alignement qui est hyper nécessaire sur les valeurs de l'entreprise. Et là, on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment important qu'il y a une résonance avec les valeurs de l'entreprise qui portent le projet relation client. Le plan stratégique, vous l'avez évoqué l'un et l'autre. Et puis, oui, on retrouve les dirigeants et les managers qui, effectivement, doivent vraiment, en interne, porter le discours. Et là, sans spoiler la suite, mais ce sponsorship, on va voir que c'est quelque chose de très important. C'est cette congruence, cet alignement qui fait que, du coup, voilà, ça favorise l'expression de la centricité client des équipes. Voilà ce qu'on peut partager sur ce premier point, Laetitia. Je te passe l'antenne. Merci. Je rebondis justement sur l'une des surprises de notre baromètre cette année, c'est que, en général, l'équipe en charge de l'expérience client, ceux qu'on peut considérer comme les gardiens du temple de l'organisation, de l'orientation client au sein de l'organisation, est désormais plus souvent rattachée, au dire de nos répondants dans le baromètre, aux fonctions vente et commerciale. Ce serait 32% des cas. Et c'est devant la direction générale, à 16% des cas, et la direction marketing-communication, qui, depuis une petite dizaine d'années où ce rôle a commencé à fleurir dans les organisations, qui était traditionnellement un peu le point d'attache de la fonction. Ce changement, cette évolution, nous, on l'interprète, en tout cas dans notre analyse que nous avons faite avec Isabelle, comme un signe finalement que l'orientation client est enfin perçue, on a envie de le dire comme ça, enfin perçue comme un levier de performance commerciale. Et on sait combien c'est difficile parfois, et vous qui êtes responsable de l'expérience client peut-être en ligne, parfois d'aller chercher des budgets, d'aller démontrer finalement le ROI des actions qu'on va faire à court terme ou moyen terme quand c'est la vue de vos dirigeants. Stéphanie, tu nous as dit aussi que vous portiez chez Aesio une attention particulière aux indicateurs de pilotage de l'expérience client et de l'efficacité de vos parcours. C'est un des challenges notamment que tu as relevé dans une organisation qui historiquement et culturellement a été peu portée sur la mesure de la performance, comme tu nous l'as dit. Est-ce que tu as des exemples d'actions que tu as mises en place pour aider justement à valoriser ce ROI de la satisfaction client ?
Oui, alors pour commencer, ce que je peux dire aussi, c'est qu'effectivement, chez nous, chez Aesio, la direction, on s'appelle la direction Excellence Client, on est effectivement rattaché à la direction du développement, donc rattaché avec les marchés, le réseau commercial. Et c'est effectivement très intéressant de voir cette corrélation qu'il y a entre la satisfaction client, donc l'expérience client, et derrière nos KPI de performance. Donc nous aujourd'hui, on a mis en place, donc ça fait 2 ans que cette direction excellence client a été créée, on a mis en place de nombreux indicateurs qui nous ont permis vraiment de mettre la performance aussi au cœur des préoccupations et de changer de paradigme, puisque il y a encore quelques années, lorsqu'on mesurait un délai, je prends par exemple un délai de prise en charge d'une demande client, on mesurait ce délai d'un point de vue outil. C'est-à-dire que chaque outil mesurait sa propre performance. Donc, le premier collaborateur disait qu'il avait pris en charge la demande dans les temps, dire n'importe quoi, par exemple 5 heures, et puis un autre outil prenait le relais. Mais on n'avait pas cette vision globale. Finalement, le client, lui, entre le moment où il a fait sa demande et le moment où on lui répond, combien de temps il s'est passé. Donc, on avait une succession de chiffres liés plus à nos outils. Donc, une des premières choses qu'on a faites, c'est de mettre en place un indicateur temps client, vraiment, pour avoir cette visibilité vraiment du point de vue de notre adhérent. Et on a aussi mis en place des scores d'effort client avec notre dispositif de mesure à chaud, puisque cet effort client, finalement, il ne se ressent pas lorsqu'on prend juste un indicateur de délai. Donc, le délai peut être bon, mais le client a pu, par exemple, avoir besoin de nous appeler 2 ou 3 fois pour obtenir une réponse à sa demande. Donc ça, c'est vraiment un changement et qu'on a mis en place lorsqu'on a participé à Élu Service Client de l'année. Ça nous a poussé, en fait, à revoir nos indicateurs parce qu'il nous fallait des métriques qui soient comparables à des métriques du marché, et qu'on ne pouvait pas progresser si on continuait toujours à se mesurer par rapport à nos métriques habituelles, sans essayer de les améliorer et d'avoir peut-être une vision un petit peu différente. Et pour nous, donc ces KPI, ces indicateurs, c'est vraiment un levier pour embarquer les managers, parce que ça va nous permettre aussi de montrer qu'il y a un cercle vertueux à l'orientation client, à cette culture client, puisqu'on sait qu'en fait, l'augmentation de la satisfaction client, ça permet d'augmenter la fidélité de nos clients, de limiter les taux de churn et au final d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. Donc ces KPI sont vraiment un socle très important qui nous permet de montrer qu'effectivement il y a cette corrélation entre la satisfaction client et la baisse de churn. Par exemple, nous, depuis qu'on a mis en place tous ces indicateurs et que la direction a été montée, notre satisfaction client, notre taux de satisfaction client, il a augmenté de 8 points en 2 ans, et on a mis en place notamment des actions sur nos clients volatiles qui ont permis de baisser de 20 points l'intention de churn, sur 20 points, par contre 20% l'intention de churn sur ces clients. Et en fait, ce qu'il faut avoir aussi toujours bien en tête, c'est que un client satisfait, c'est un client qui est beaucoup plus facile de retenir. Et ensuite, c'est un client aussi sur lequel il est beaucoup plus facile de faire du rebond commercial parce qu'il est déjà satisfait de la relation qu'il a avec nous, de nos services. Et donc, on va pouvoir derrière aussi lui proposer d'autres produits, d'autres services. Donc, pour nous, vraiment, cette mise en place d'indicateurs, ça a été clé aussi dans notre dispositif. Et ça aide, comme tu le disais, à sensibiliser fortement et à engager chacun dans vers cette satisfaction client, quel que soit son rôle, quelle que soit sa mission dans la chaîne de valeur ou de coopération. Salim, toi, tu es donc à la tête des parcs. Du coup, tu avais ce gros challenge de redynamiser les parcs à ton arrivée et surtout après cette période compliquée du Covid. Et justement, tu nous l'as dit juste à l'instant, tu as vraiment tout misé sur cette orientation client et cette orientation collaborateur. Après, donc ça fait 4 ans que tu as mis en place cette stratégie, tu la déploies encore au quotidien.
quels résultats tu en mesures, avec quels indicateurs justement, comment tu as acculturé aussi tes collaborateurs sur ces indicateurs de performance? En effet, comme tu le dis, Laetitia, avant de rentrer dans les indicateurs ou les outils, je pense que le plus important, c'est d'avoir cette culture, c'est d'acculturer les gens à cette notion d'expérience client, aux mesures qu'on peut en faire, et aller les interroger et le mettre au centre du dispositif. Donc, quand on parle de culture, ça passe avant tout par l'exigence, c'est-à-dire avoir cette exigence, être dans le geste, être dans la répétition, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de talent, comme disait quelqu'un, il n'y a que du travail. Et je crois vraiment cette valeur en disant que c'est à force de répéter les gestes, de corriger tous les petits défauts, qu'on arrive à viser l'excellence. Et donc, ce qu'on a fait, c'est déjà, à l'interroger les gens, on se rendait compte que le NPS, qui est le Net Promoter Score, c'est l'indicateur principal de toute l'industrie du tourisme ou du service de manière générale, qui permet de mesurer est-ce qu'un client est promoteur de notre marque et va la recommander, ou est-ce qu'au contraire c'est un détracteur. Donc quand je suis arrivé, effectivement, on avait un NPS qui n'était pas très bon, hein. Et bon, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il a pris près de 25 points en 3 ans, donc ce qui est, Bravo. ce qui est assez énorme. Mais ça n'a pas été un chemin facile, hein. La première année, c'était déjà d'arrêter l'hémorragie. Et ensuite, au lieu je ne souhaitais pas travailler sur le NPS en soi. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai préféré travailler sur les fondamentaux et sur les principaux points de friction, en me disant, avec ça et des collaborateurs engagés, c'est ce qui va nous ramener, qui va mécaniquement donner de la performance et de la satisfaction. Donc déjà, c'était de diffuser, donc, je disais, cette culture et cette exigence, et que tout le monde sache ce qu'est le NPS, que ce soit du collaborateur qui fait le ménage dans un cottage, à celui qui vous met à disposition un vélo, à celui qui est derrière un bureau aussi, mais on reviendra tout à l'heure sur la performance. Donc déjà, acculturer les gens. Après, il faut le mesurer. Donc on a divers outils, le temps de réaction quand on a une panne dans un cottage, ou essayer d'avoir, donc s'assurer qu'on est traité dans l'heure qui suit, qu'on ait répondu, que la panne soit traitée dans les 24 heures pour ne pas pourrir le reste du séjour. Et donc, en face de ce NPS du client, on a mis ce qu'on a appelé le INPS. Donc, on a mesuré, avec toujours cette symétrie des attentions, la satisfaction du collaborateur. Est-ce que nos collaborateurs étaient contents de travailler au sein de l'entreprise, et est-ce qu'ils l'a recommandé à d'autres? Donc, pareil, je suis arrivé, la première année, c'est très dur, hein, d'avoir des résultats un peu bruts comme ça. C'était une enquête totalement anonyme, donc les gens se lâchent, c'est tant mieux. On a eu plus de 64% de répondants sur l'ensemble de nos collaborateurs. On a eu plus de 10 000 commentaires, parce qu'il y avait des commentaires aussi, donc beaucoup de data. Alors, parfois des commentaires plus pertinents que d'autres, mais souvent assez juste et authentique, donc, et avec des vrais plans d'action derrière qui nous ont permis, en plus, qui nous ont donné de la matière pour nous dire, bon, ok, on a des collaborateurs qui nous disaient, oui, le restaurant d'entreprise, il n'était pas bon, ou on n'avait pas de salle de repos, ou on avait des collaborateurs qui nous disaient, oui, notamment ceux qui travaillaient à l'hébergement, on doit tirer des chariots avec tout le linge, les parcs sont très étendus. Donc nous, les réactions, ça a été de changer les conditions de travail, de travailler sur les zones de repos. On a mis en place ce qu'on appelle une route du linge. Donc, au lieu d'avoir des collaborateurs, des collaboratrices qui transportaient avec leur vélo, avec leur chariot, des linges sur roulette, mais malgré tout assez lourds, parfois des dizaines de kilos. Donc, on a mis en place une route du linge avec des véhicules électriques qui font ce qu'on appelle la route du linge propre et sale, qui vont déposer devant chacun des hameaux, des cottages, du linge propre, qui, pareil, à la fin, vont venir récupérer le linge sale. Et ça leur change la vie vraiment. Donc, c'est un effort financier, c'est un effort d'organisation, de logistique, mais ça a payé. Et donc, quand on a mesuré les NPS, cette première année-là, on avait un INPS, donc de staff négatif de 2 dizaines de points, pour être précis, de moins 25 points, donc ce qui faisait très, très mal, hein. Et 2 ans après, donc il est passé à plus 8. Donc, on a fait plus 33 points d'augmentation de notre INPS, parce qu'on a été dans le concret, on a été dans des choses du quotidien qui ont pu transformer la vie de nos collaborateurs et leur montrer qu'on le prenait en considération. Donc, culture, exigence, mesure avec le NPS et le INPS, et enfin la performance. La performance, comme je le disais tout à l'heure, on ne recherchait pas la performance pour la performance.
Je fais pas un marathon, moi, pour faire 2 heures. Bon, je le fais pour le plaisir que ça procure, pour cette sensation de dépassement. Et c'est en m'entraînant tous les jours, en faisant cette répétition de gestes, que je vais arriver demain. Je suis absolument nul au marathon en particulier, mais La fierté de terminer. Voilà, mais de le terminer, peu importe le temps, et d'y arriver et de m'être dépassé. Et donc, en termes de ce qu'on a décidé de faire, donc, comme je le disais tout à l'heure, les gens ont posé la question. Je vous invitais à poser la question sur nos 3000 collaborateurs, ce que c'était ce NPS, qui est vraiment ce que je regarde tous les jours en termes de satisfaction, parce que c'est le baromètre de la satisfaction du client. Et les 3/4 des gens ne le connaissaient pas et ne savaient pas où trouver l'information, comment le mesurer. Et je vous invite à aller demander aujourd'hui à n'importe lequel des collaborateurs du groupe, même une assistante qui est au bureau des RH, quelqu'un qui est à la caisse, quelqu'un qui fait le ménage, comme je disais, dans un cottage, peu importe, tout le monde saura vous dire c'est quoi le NPS et à combien est son NPS la semaine dernière ou le mois dernier et c'est quoi son objectif. Et ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a décidé de mettre en place des incentives, donc des incentives basés à moitié sur des performances financières. Par exemple, on va dire quelqu'un qui travaille dans un centre de profit, s'il atteint son budget, il va avoir une incentive mensuelle, mais pour moitié sur un NPS, donc sur la qualité, et soit de leur département, si on arrive à le mesurer de manière spécifique, le service cycle, donc qui loue les vélos, donc lui, j'ai des indicateurs qui permettent de mesurer, mais pour moitié sur un indicateur global de NPS de tout le parc. Donc maintenant, on a n'importe quelle personne dans un parc, c'est quoi le NPS du parc, à combien il était le mois d'année, c'est quoi l'objectif qu'on a, il le saura parce que du back-office au front, peu importe les services, ils sont tous incentivés sur un objectif commun. C'est ce qu'on appelait un socle commun d'objectifs qui leur donne un horizon à tous, le même, et ils se battent tous pour ça en se disant, c'est peut-être pas mon service, mais chacun, comme ces petits ruisseaux font des grandes rivières, des petites actions du quotidien vont amener à une performance globale. Donc, on est très heureux d'avoir mis ça en place. Ça a eu un coût, mais comme je leur disais, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Et aujourd'hui, ça nous a permis d'évoluer sur tous nos fondamentaux et sur nos notes globales. Voilà. Et justement, tu as vu aussi un effet bénéfique sur ton volume de réservation dans les parcs et au-delà de la satisfaction client, est-ce que les courbes d'augmentation du NPS et INPS ont aussi suivi cette… Il y a une totale symétrie parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai introduit par exemple aussi, c'est essayer de distinguer ce qu'on appelait les clients trialistes, donc les nouveaux clients des repeaters, parce que chaque fois qu'on regardait les notes, on les regardait au volume global. Donc là, j'ai un peu plus gravé dans le marbre cette notion de se dire on sépare les deux pour voir quels sont aussi les effets de nos actions. C'était hyper intéressant de voir que justement nos repeaters, qui sont un client sur 2 de Center Parcs, revient au moins une fois au cours des 2 ans, en tout cas de son dernier séjour. Donc, on a une grosse base de fidèles clients, mais parfois, ils pouvaient se lasser. Donc, et parfois, ils pouvaient noter dur, parce qu'on a toujours ce côté, j'ai envie de dire, c'est typiquement français, de dire c'est mieux avant. Voilà. Et donc, on est comme ça. Donc, là aussi, c'était hyper intéressant de voir que ces gens-là, qui avaient l'habitude de venir pendant 10 ans, 20 ans au même parc, là, ils redécouvraient le parc parce qu'on avait changé des activités, on avait changé leur parcours client, on avait enlevé des points de friction pour lesquels, à un moment, ils regardaient même plus ils se disaient, de toute façon, ça ne changera jamais, c'est comme ça. Et ils étaient agréablement surpris. Et donc, on a eu 2 années records en termes d'occupation. Et on a réussi à attirer des nouveaux clients qu'on allait chercher chez des concurrents ou des autres opérateurs qui étaient parfois même plus haut de gamme et qui n'étaient pas nos concurrents directs. Voilà, mais après, tout dépend aussi de la conjoncture économique. En ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, nous, notre job, c'est de nous assurer qu'on maintienne l'expérience et la qualité de la prestation parce que le jour où la dynamique commerciale reprendra, les réservations reprennent, on sera les premiers à les recevoir avec un produit totalement adapté à leurs attentes. Donc, on le voit comme chez Aesio et ce que nous racontait Stéphanie, un gros enjeu sur déjà la fidélité, la fidélisation de vos clients ou adhérents et puis aussi cette capacité, quand on sait bien, un client satisfait va en parler autour de lui. Donc, la propension à recommander et avoir que vos marques et vos services et la préférence des clients.
Isabelle, toi qui gravites dans beaucoup de secteurs et chez beaucoup de nos clients, quelle évolution justement tu peux observer entre cette corrélation entre la performance commerciale et l'orientation client? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de s'ancrer dans les organisations? Alors, moi, j'ai un passé dans la grande distribution de centre-ville en l'occurrence, et c'est quelque chose, en fait, vous aviez votre premier concurrent, il était de l'autre côté de la rue. Donc, effectivement, en fait, la concurrence, on le voit de plus en plus, elle s'est accrue dans tous les secteurs d'activité, et ben, c'est quelque chose qui challenge. Et même quand on était, pour certains secteurs d'activité, un peu seul, eh bien, quand la concurrence est arrivée, ça a secoué beaucoup de choses. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se copier. On peut effectivement aussi, on voit bien que récupérer des clients de son concurrent ou d'autres, c'est assez facile aujourd'hui et le client n'appartient plus à une entreprise. On voit qu'il est assez volatile. On en parlait, le churn, c'est des choses sur lesquelles vous travaillez. Hein. Tout à l'heure, Stéphanie, tu le disais, la fidélisation aussi, Salim. Et on voit bien qu'en fait, bon, voilà, la concurrence, elle est là, elle challenge. Et puis, on s'est rendu compte, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on peut tout copier. On peut copier ou on peut s'approcher de votre concept. On peut aller copier vos produits, vos offres. On voit bien que c'est rapide maintenant. Et puis, il y a eu, on l'a tous entendu, ce phénomène d'ubérisation où il y a des gens qui sont arrivés, des pure players, qui sont arrivés et qui ont bousculé, on peut parler d'Uber, hein, du coup, l'univers du taxi a été bousculé. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé, les taxis, du coup, ces aspects de relations clients. Rappelez-vous, ces bouteilles d'eau, ces bonbons qu'on avait qui sont arrivés dans les taxis et qui n'étaient pas du tout quelque chose qui était notre quotidien si on utilisait effectivement les taxis. Donc, on voit bien que cette concurrence, elle a bougé les lignes. Et qu'est-ce qui s'est passé dans beaucoup d'entreprises? C'est qu'on a travaillé cette chose qui est difficilement copiable, en tout cas plus dur qu'un prix, un tarif, une offre, même un concept. C'est la relation humaine. Et ça, on voit bien que tous vos commentaires aussi, Stéphanie, et vos témoignages aussi, Salim, Center Park, on voit bien que c'est ça qui crée l'attachement aussi à une marque. C'est effectivement l'expérience, les interactions que le client a eues avec vos équipes dans les parcs, au téléphone, en relation avec vos collaborateurs chez Aesio. Et c'est ça qui crée quelque chose de différenciation. Donc aujourd'hui, effectivement, la relation client est un vrai vecteur de différenciation, donc de fidélisation, donc effectivement, on va voir le lien avec la performance commerciale. Et ça, c'est très, très fort. Et on voit même effectivement que ceux qui ont essayé d'aller dans une dynamique de prix à tout craint, ce n'est pas des stratégies à long terme qui marchent. Donc c'est vraiment quelque chose qui dure dans le temps, c'est cette relation. Donc voilà, la difficulté, et après effectivement, c'est de durer, c'est-à-dire que de garder cette relation au top, d'être sur tous les moments, pour tous les clients, avoir cette même niveau, et on voit bien les interactions avec les différents collaborateurs de la chaîne de valeur, que ce soit du côté de Stéphanie chez Aesio, mais également dans les parcs, comme tu le disais Salim, c'est ça le challenge, c'est comment chaque client, quelle est l'interaction qu'il a, elle est de qualité, et il y a vraiment cette chaîne de valeur qui doit être travaillée en permanence. Et c'est ça le de vos entreprises, en l'occurrence, et de beaucoup d'entreprises qui mettent l'orientation client au cœur de leur stratégie. C'est cette dynamique, c'est ce niveau d'exigence. Et en fait, ce qu'on se dit aussi, et ça, je vais faire la transition après avec toi, Laetitia, c'est qu'en fait, cette relation, elle n'est jamais gagnée, elle est toujours à re-questionner. Et elle n'est pas acquise, effectivement. C'est un peu comme on va dire comme une relation de couple. Il faut réallumer la flamme, il faut redonner envie de rencontrer à nouveau l'entreprise, d'avoir des effets waouh, des choses qui effectivement marquent. On va avoir une traçabilité il y a toute une approche aussi émotionnelle aussi dans les interactions humaines. Et ces aspects-là, effectivement, c'est intéressant de voir que beaucoup de structures, beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs d'activité, parce que c'est des secteurs d'activité qui aussi prennent le tournant de l'orientation client, aujourd'hui, c'est vraiment des actualités au cœur des stratégies. Donc, du coup, sans transition, Laetitia, pareil, comment on continue? Et comment on fait effectivement pour ancrer durablement la culture client au sein de l'organisation? Comment on fait pour accompagner les collaborateurs à transformer ou à évoluer
J'aime bien la théorie des petits pas de Salim de tout à l'heure, ou les petits bougers. Comment on fait pour collectivement et individuellement se remettre en question, faire les choses différemment pour satisfaire davantage son client. On sait que ce type de transformation, c'est quelque chose qui ne se décrète pas, ça s'accompagne, c'est de la conduite du changement. Ça prend du temps aussi, ça ne peut pas se faire en quelques mois. C'est quelque chose qui s'inscrit plutôt sur un temps long, voire en plusieurs années. Et ça peut aussi parfois nécessiter de changer radicalement nos façons de faire et parfois nos modes de fonctionnement dans l'organisation. Ce n'est pas que de la posture. Et ça passe évidemment par l'accompagnement des collaborateurs. Salim, j'ai envie de te demander, selon toi, quelles sont finalement les clés pour réussir à transformer durablement l'organisation, à développer cette culture client au sein des équipes. Tu en as déjà un peu parlé tout à l'heure sur déjà comprendre ce qu'attendent nos clients et comprendre comment on mesure justement leur satisfaction. Toi, ce qui était intéressant aussi dans ton approche, c'est que tu t'es dit, moi, je veux travailler à la fois avec mes collaborateurs, mes salariés, mais aussi avec tous les prestataires qui sont sur les parcs et qui sont en contact direct avec nos clients pendant leur séjour. Absolument. Je pense déjà qu'il faut un alignement. Il faut vraiment un alignement total. Moi aussi, j'ai eu de la chance à ce moment-là, parce qu'on a une nouvelle direction générale qui arrivait du groupe. Je parle au niveau du groupe. Donc, on avait tous en tête que c'était la priorité et qu'il fallait qu'on ait ce discours d'alignement. La deuxième chose, j'ai envie de parler de consistance. Il faut vraiment ne pas dévier, parce que c'est toujours très facile de se trouver des excuses plus ou moins valables pour détourner l'attention. Et on le voit encore plus quand on est un peu en période de crise et qu'il y a un ralentissement et qu'on veut couper. Il faut couper des coûts, couper des prestations. Il faut vraiment éviter ça et garder, joindre le geste à la parole et garder cette volonté de préserver nos piliers. Et trois, j'ai envie de dire, il faut aussi les bonnes équipes. Il faut avoir ce courage managérial parfois, parce que quand je parlais d'alignement et de consistance, c'est aussi porté par les managers, ça doit être porté par tout le monde. Et parfois, on doit avoir ce courage, malheureusement, de se dire, cette personne-là, elle va pas être team player, elle va pas porter ces valeurs de l'entreprise et elle va dérégler la machine, parce que ça reste, j'ai envie de dire, de l'horlogerie parfois. Et il faut qu'on ait la volonté dans ces moments-là de pouvoir dire aux gens, de les recadrer quand on dévie. Il y a toujours des bonnes raisons, une fois de plus, pour dévier, mais il faut qu'on soit, nous, les gardiens du temple et qu'on ait cette volonté aussi de se dire, il y a des sujets qui sont un peu régaliens, qu'on ne peut pas toucher. C'est comme la justice au gouvernement ou la défense. Là, c'est pareil. L'expérience client et ce qu'on met dedans et avoir ce niveau d'exigence, il faut qu'on soit capable auprès de nos équipes, de nos managers, de nous dire c'est un sanctuaire à préserver, à ne pas toucher, au contraire, à développer. Et enfin, je terminerai par dire aussi que il faut se remettre en question à chaque fois. Il faut que ça vienne aussi des collaborateurs. On a lancé, nous, par exemple, ce qu'on appelle Reinvent CP Competition, donc Reinvent Center Parks. C'est une compétition qui est européenne, qui met en concurrence nos 28 parcs de toute l'Europe. Toutes les équipes, on les encourage à être pluridisciplinaires et à nous présenter des projets, sur lesquels on va investir. Et c'est parfois des enveloppes de plus de 100 000 euros. Et sur 3 thématiques, une thématique qui est l'expérience collaborateur, une thématique qui est l'expérience client, donc c'est totalement en lien avec ce qu'on se dit aujourd'hui, et une thématique qui est la partie RSE, parce que c'est aussi un peu c'est véritablement même dans notre ADN. Et donc on a des équipes qui nous font un pitch, qui nous présentent, et après on les fait accompagner par des professionnels, par des consultants pour travailler leur pitch, leur projet et le mettre en musique jusqu'à ce qu'ils nous présentent ça lors d'un événement international. Et on nomme un gagnant par projet. Et après, on leur donne une enveloppe de 100 000 euros pour qu'ils le réalisent. Et donc là, par exemple, je suis allé inaugurer à Bois-Audin, dans un de mes parcs, il n'y a pas si longtemps que cela, ce qu'on appelait le parcours sensoriel. Donc, c'est venu de la part de 3 collaboratrices de ce parc-là qui ont fait un parcours sensoriel, donc de 250 mètres de long, au milieu de la forêt, et fait qu'avec des matériaux de récupération, des bouchons de liège, des pneus,
des bouteilles, mais pas cassées, on n'est pas des fakirs non plus, mais inversées. Et là, c'est avec des odeurs, avec des sons, et tout un parcours au milieu de la forêt où on redécouvre tous nos sens et qu'on fait en famille, qu'on fait pieds nus et qu'on a eu l'occasion d'inaugurer avec le sous-préfet, des sénateurs, les équipes qu'on a mis en avant aussi du parc. Et ça. Ah, j'ai l'impression qu'on a une coupure. Oui, du côté de Salim. On a perdu Salim. Salim, est-ce que tu nous entends? Je vous entends, je ne vous vois plus. Ah, pardon. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai peut-être appuyé sur un bouton. Donc, on t'a perdu au moment de l'inauguration. Et voilà, donc on a inauguré ça avec les autorités, avec nos équipes, et je trouve que ça symbolise bien. Et là, c'est pour l'expérience client, c'est une activité gratuite, c'est une activité immersive qui répond aux critères, à notre ADN de proximité avec la nature, de préservation. C'est ludopédagogique et ça met en avant nos collaborateurs. Donc là, en gros, c'est le tiercé gagnant. Donc, c'est ce que j'encourage à faire et ça permet de garder cette dynamique à chaque fois. Orienté client et orienté collaborateur pour qu'ils se nourrissent l'un et l'autre. Et justement, ça fait une très bonne transition avec Stéphanie, parce que tu nous as dit en préparation que chez Aesio, vous aviez souhaité justement mobiliser l'ensemble de l'organisation et l'ensemble des collaborateurs autour d'une semaine qui était consacrée aux clients, ce que vous avez appelé le Cap Client chez Aesio. Alors, on est sur des activités moins ludiques que le parcours sensoriel, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le programme que vous avez proposé et les bénéfices aussi de ce type d'événement en interne? Alors oui, effectivement, on a déjà fait 2 éditions de cette semaine Cap Client. Donc, c'est une semaine, donc, comme son nom l'indique, qui est dédiée aux clients, pendant laquelle on organise des événements auxquels peuvent se connecter nos collaborateurs sous la forme de café client notamment, où on met vraiment le client au cœur de nos réflexions. Et on a sollicité plusieurs directions qui sont en relation directe ou un peu moins avec nos clients, comme par exemple la direction de la relation client qui est venue expliquer son métier, comment elle mettait le client au cœur. On a eu un café client aussi avec nos équipes de la gestion qui gèrent au quotidien les contrats de nos adhérents, qui eux aussi ne sont pas forcément en contact aussi direct avec le client, mais ont expliqué comment eux aussi le client était au cœur de leurs préoccupations. On avait aussi des cafés clients un peu plus ouverts sur l'extérieur pour faire intervenir des intervenants d'autres sociétés. Par exemple, on a fait intervenir quelqu'un de chez Decathlon qui nous a parlé d'expérience client chez Decathlon. Alors, pour voir un peu ce que faisaient les autres, comment est-ce qu'on pouvait aussi prendre des bonnes idées dans des marchés qui ne sont pas forcément les nôtres et très proches de nous, mais voir comment d'autres mettaient aussi le client au cœur. Et ces 2 semaines Cap Client ont très bien fonctionné. On a eu énormément de collaborateurs qui se sont connectés sur nos cafés clients. Donc, on va continuer à le faire et on va élargir en fait cette semaine Cap Client finalement une acculturation client plutôt tout au long de l'année. Il y aura bien sûr toujours ces temps forts. Donc, on est en train de préparer la prochaine édition qui aura lieu après l'été. Mais cette semaine Cap Client, finalement, c'est uniquement la partie émergée de l'iceberg. Derrière, il y a énormément d'autres actions que l'on met en place. On a notamment mis en place des Vie ma vie pour essayer de désiloter entre nos directions parce que finalement, ce qui nous freine aujourd'hui dans l'organisation de l'entreprise, c'est cette organisation historique qui était très en silo. Or, le client, en fait, c'est l'affaire de tous. Et le client, il est en transverse. Donc, on ne peut pas vraiment améliorer la satisfaction client et l'expérience client si on raisonne toujours dans nos silos. Donc, vraiment mettre ce client en transverse dans l'entreprise. Justement, il y a une question qui a été posée dans le chat et je pense qu'elle est appropriée à ce moment-là. On nous demande s'il y a des spécificités à prendre en compte justement pour développer la culture client des équipes qui sont plutôt dans le secteur B2B ou celles qui sont aussi moins exposées directement aux clients finaux, à l'utilisateur du service ou du produit.
Tu l'as un peu effleuré en parlant des équipes de gestion qui sont plutôt dans des rôles de back-office et moins en interaction directe avec le client. Est-ce qu'il y a par exemple, parce que les Vie ma vie, ça sert aussi à ça, à embarquer Les Vie ces ma vie, c'est extraordinaire. Vous faites un Vie ma vie, ne serait-ce que pendant une journée entre des équipes de gestion et des équipes de la relation client. Ça débloque des situations qui étaient coincées par notamment en général des process qui ont été pensés, mais sans avoir finalement notre client en ligne de mire. Donc, chaque collaborateur applique son process et je dirais passe la patate chaude à son voisin. Quand on met les deux à côté et que le collaborateur de la gestion se rend compte de la difficulté que peut avoir par exemple le collaborateur de la relation client et de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il envoie ces informations sous ce format-là, pourquoi est-ce qu'il lui manque des choses, pourquoi est-ce qu'il le relance, etc. Et ça permet de débloquer des situations qui ont l'air d'être des situations finalement liées au process, mais derrière le grand gagnant c'est le client. Parce qu'on va pouvoir du coup revoir ce process qui a été pensé peut-être dans un but précis à un moment donné, mais la vie de l'entreprise, tout évolue, les attentes de nos clients aussi, ce process qui était valable ne l'est plus, ou finalement a été peut-être un peu mal pensé. Donc ça, vraiment, c'est la vertu des Vie ma vie. On va les répéter tout au long de l'année et permettre à de plus en plus de collaborateurs de faire l'expérience de ce que vit peut-être son voisin de bureau, et pas uniquement entre la gestion et la relation client. Ça peut être aussi avec les équipes de la DSI, par exemple, qui se rendent compte aussi de la difficulté qu'ont à utiliser des outils, ou que quand on demande une amélioration sur un outil, en général, la DSI nous dit voilà, ça sera dans 9 mois, c'est pas prioritaire, etc. Mais quand ils voient le collaborateur l'utiliser, voir qu'il y a des temps de latence ou qu'il faut qu'il ouvre 4 fenêtres avant d'arriver à ce qu'il veut, etc. Là, ils se disent, ah oui, effectivement, je comprends ta priorité, je comprends pourquoi tu me l'as demandé. Donc, voilà. Donc, c'est très, très vertueux, les Vie ma vie. Il y a plein d'autres actions qu'on a aussi mis en place. Donc, on a renforcé notre dispositif de voix du client. On a mis en place des tests utilisateurs quasiment systématiques à chaque fois qu'on a un nouveau parcours. Alors, ça peut être un parcours digital, mais pas que. On a une nouvelle idée, on veut faire une évolution. On l'a fait tester, on l'a fait valider par des vraies données de clients ou un panel prospect, de manière à sécuriser et prioriser nos actions entre elles. On diffuse aussi la culture client dans l'entreprise via une rubrique qu'on a mis en place sur notre intranet, avec un cockpit client qui permet aussi aux collaborateurs de mieux connaître nos clients, avec la répartition géographique, l'âge de nos clients, etc., les offres auxquelles ils ont souscrites. Et donc, on a vraiment un dispositif très global, au-delà de cette semaine Cap Client, qui nous permet vraiment d'adresser et de parler client tout au long de l'année. Et puis, on essaye aussi d'animer régulièrement. Et la cerise sur le gâteau, ça a été vraiment tout ce qu'on a mis en place pour acculturer notre CODIR. En septembre 2023, on a fait un after-work avec les membres de notre CODIR. On leur a donné un listing de clients plus ou moins satisfaits à rappeler. Et donc, ils ont pendant 1h30 appelé nos adhérents, essayé de comprendre ce qui les satisfaisait chez Aesio, ce qui plutôt les irritait. Parfois, les clients avaient des vraies problématiques qu'ils ont adressées aux membres du CODIR, qui se sont engagés à trouver une solution et à rappeler les clients. Et ça a permis vraiment de sensibiliser notre comité de direction, notre top management, vraiment à écouter le client, se rendre compte que certains process qu'on a mis en place, nos organisations, ne vont pas systématiquement dans le sens du client. Et ça a rencontré un très grand succès. Donc, je pense qu'on va refaire un after-work à la rentrée prochaine. À renouveler. Donc, faire rentrer Exactement. Le client dans l'organisation, faire entendre sa voix et jusqu'au plus haut niveau, communiquer beaucoup, vous l'avez dit tous les deux, et vous l'avez bien dit aussi, c'est pas un temps fort, mais c'est tout au long de l'année, tout le temps, dans toutes circonstances, pour que chacun se sente engagé en permanence pour la bonne expérience du client. Isabelle, est-ce que en complément, tu as encore quelques outils qui seraient utiles à nos auditeurs pour ancrer durablement la culture client dans leur organisation?
Oui, oui, en fait, effectivement, on en a pas mal parlé, c'est qu'effectivement, dans l'accompagnement des équipes par les managers au quotidien est clé. Que ce soit effectivement dans l'animation, c'est pas évident hein, pour un manager d'animer ces sujets-là. Donc nous, dans nos différentes missions, on donne aussi des outils pour animer au quotidien, parce que ça devienne le sujet client comme c'est quoi la performance commerciale d'hier, du mois, les objectifs, etc. Ça doit devenir un sujet. Et ce que tu disais, Salim, c'est aujourd'hui, c'est un sujet, on va dire, régalien hyper important. Donc ça, c'est quelque chose qu'on équipe, entre guillemets, très souvent les managers première ligne aussi pour vraiment voilà, travailler ce sujet et de l'aborder de différents angles pour créer aussi de la variété et de l'intérêt. L'autre point, et là du coup effectivement on entend dans notre baromètre un besoin d'accompagnement. Aujourd'hui, il y a encore un tiers des personnes qui ont répondu qui manquent d'accompagnement, ou en tout cas le dispositif qu'on leur propose ne semble pas complètement adapté sur ces sujets-là. Donc il y a du travail dans certaines organisations. Et puis, en tant que consultant au sein de la communauté Learning et Développement de GS Terwen, il y a un accompagnement qui est crié à travers notre résultat, c'est la formation. Donc, effectivement, voilà, la formation arrive dans le premier de l'expression de l'accompagnement souhaité. On a cette chance aussi d'accompagner du coup Center Parcs sur ce sujet-là. On parlait des clients, effectivement, avoir contact avec les clients, avoir des échanges. Donc, on arrive aussi dans ces scores-là, en tête de score. La communication interne, voilà, parler du client en interne, les séminaires, hein, j'entends ce que tu disais aussi Stéphanie, associer aussi les collaborateurs, et puis le manager, je ne vais pas le citer, mais c'est quelque chose qui est clé pour le quotidien. Il faut vraiment effectivement aussi, ce que l'on voit, avoir l'opportunité dès qu'elles se présentent de les associer, que ce soit des réflexions autour de l'expérience client, parce qu'il n'y a pas de meilleure solution que les gens qui sont en contact direct avec les clients pour l'améliorer. Donc il faut aller les chercher, il faut aller les solliciter à travers des moments, des ateliers. En tout cas, il y a plein d'idées chez nos clients autour de ça qu'on leur propose de mettre en œuvre, et c'est très fructueux parce qu'ils construisent leur réponse par rapport aux attentes qu'ils entendent en direct des clients. On entend partager la voix, on a entendu tout à l'heure avec toi Salim, les indicateurs, le NPS, on entendait aussi, il y a aujourd'hui tout ce qui est mesure de l'effort client, je crois que c'est toi Stéphanie qui aussi en parlait. Donc c'est des choses voilà, qui sont vraiment à animer, à travailler, ce qui permet effectivement voilà, de mettre en place tout un système d'accompagnement. Et ce qui est important aussi, c'est souvent dans ces projets de dits relations clients, on voit très bien quel est le bénéfice pour le client, hein, c'est l'intention première. On voit aussi pour l'entreprise, on a parlé des enjeux pour l'entreprise, des enjeux business. Et le collaborateur, il faut absolument avoir ce discours de qu'est-ce que j'ai gagné si je fais évoluer mon comportement. Et on voit bien qu'en réfléchissant avec eux, il y a plein d'intérêts. C'est-à-dire qu'effectivement, ça met en avant mon professionnalisme, cette relation de qualité. Ça me permet effectivement, aux yeux de mon client, de dire waouh, c'est un pro, et en plus la relation est agréable. Il y a des signes de reconnaissance que le client envoie, merci, vraiment de la recommandation. Tout ça, c'est hyper nourrissant pour les collaborateurs d'avoir ces éléments de retour. Et puis, les succès commerciaux, la transformation de vente, etc. Donc tout ça montre que la posture, la relation client, c'est vraiment bénéfice pour le collaborateur au quotidien. Il a des choses à gagner. Et ça, c'est très, très vertueux parce que c'est comme ça qu'on change et qu'on a envie de changer nos habitudes. En tout cas, voilà, c'est les choses que l'on peut avoir comme indication et par nos expériences aussi. Donc, voilà, par rapport à cet accompagnement et comment on peut les accompagner encore mieux. Merci Isabelle pour cette synthèse et ces convictions que tu incarnes avec beaucoup d'énergie. Je pense que ça fait vraiment écho au témoignage de Stéphanie et Salim. On arrive au terme du webinaire, donc vraiment un merci très chaleureux Salim et Stéphanie, parce que vos deux témoignages du monde de l'assurance et du monde du tourisme sont à la fois très complémentaires et très inspirants. J'espère que ça l'a été pour vous qui nous avez écoutés ce matin.
On partagera le replay sur notre site internet et on vous l'enverra par mail pour tous ceux qui ont été inscrits. Et puis, on vous souhaite une belle journée et de beaux succès dans vos organisations pour développer la culture client et l'ancrer durablement. C'est ça qui compte. Merci. C'était Merci, très Laetitia. sympa pour moi aussi. Et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Votre partage. Au revoir. Merci. Au revoir.